Let's have El Bashi. It's about to start now. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, surtout pour les gens qui me suivent à distance. Monsieur Anis m'a épargné une petite partie de la présentation pour remercier l'équipe de leur effort et organisation. Je sais bien qu'ils ont fait une petite nuit hier, un petit peu difficile pour terminer les préparatifs. C'est vraiment encourageant pour c'est-à-dire réussir cette nouvelle édition par rapport à la dernière. Et du coup, aujourd'hui, je vais partager avec vous voilà, mes idées et mes retours d'expérience sur l'utilisation d'un framework ou d'une plateforme de développement rapide des applications. Avant d'oublier, il faut voilà, veuillez scanner ce QR code pour tout ce qui est giveaways par l'éditeur Gmix. Il y aura des formations payantes qui seront offertes aux participants de la conférence et aussi des licences pour le studio Gmix. Donc, pour ne pas tarder rapidement, donc je suis Nounil Bachir, je suis consultant à Servio et développeur full stack, software architecte et contributeur aussi dans des projets open source comme Spring et autres, et aussi Gmix ambassadeur. Et j'organise aussi un meet-up de Gmix sur Paris. On n'a pas encore organisé le premier événement. Je vous invite à le rejoindre sur Meetup, le site Meetup, dédié à l'organisation des meet-up. Donc avant de commencer, j'aimerais bien voir c'est-à-dire la distribution, une idée sur les participants. Donc on va passer quelques questions rapidement. Donc, qui est développeur Spring Boot? Très bien. Qui est développeur Quarkus? D'accord. Qui est développeur Angular? D'accord. Qui est développeur React? Qui est développeur Vadin? D'accord. Et qui est développeur Gmix, ou qui a utilisé Gmix, qui découvre Gmix? Personne. D'accord. Donc, on a une idée sur voilà, sur les participants, majoritairement c'est Spring Boot, Angular, React. Bien sûr, implicitement j'ai oublié une question, mais c'est TS, JavaScript, TypeScript. Donc, passons à la partie Gmix. Donc, Gmix, c'est une plateforme dédiée au développement des applications MITI, majoritairement. C'est B2B, business to business. Et sur la base du concept de développement rapide. On ne parle pas de low code, on ne parle pas de no code, mais on peut parler de less code, plutôt. Parce que toujours, tu as la main sur l'outil, tu peux développer, c'est-à-dire une souveraineté sur l'outil, tu peux le customiser, tu peux développer tout ce que tu peux normalement développer sur la base de framework standard. Et on verra sur quoi il est basé Gmix. C'est pas un outil étranger par rapport c'est-à-dire au pool qu'on a fait au début. Initialement, c'est un ancien outil qui était au début un outil interne, c'est un framework interne qu'on appelle généralement les frameworks internes, qui s'appelait au début Cuba Platform, qui a été conçu chez Holmont en 2008 pour développer la grande plateforme de taxi en UK. C'est basé sur Cuba. Et par la suite, en 2015, ils ont pensé à externaliser, à mettre à disposition des autres entreprises ou des autres clients cet outil-là. Mais en 2015, il était sous licence. Pour utiliser Cuba Platform 2015, il faut payer une licence. Ensuite, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'adoption, et voilà, le marché de l'open source, il est partout, donc ils ont décidé en 2016, après une année, de le rendre open source. Ça veut dire open source, c'est à les qualités, c'est-à-dire les qualifications de développement, tu peux développer sans rien payer. Sauf si tu as besoin de quelques modules poussés, tu payes une licence.
Et ensuite, en 2020, ils ont passé, pour des raisons de nom de la plateforme Cuba, qui fait référence à un pays et tout, ils ont changé le nom en JMix et JavaMix. Ça veut dire que c'est une plateforme qui mixe plusieurs technologies stables et, c'est-à-dire du marché, l'état d'art de marché, dans une seule plateforme, avec des solutions de base que sur une application de business, c'est-à-dire application métier, on aura toujours besoin de ces solutions et au lieu de les redévelopper à chaque fois, la plateforme, il nous offre ces modules-là qui sont stables et testés et tout. Et bien sûr, la nouvelle version de JMix, c'est la version 2, elle a été publiée en 2023. Donc c'est ça l'historique un petit peu de la plateforme. Du coup, ici, on a un scénario, par exemple, là où on aura besoin généralement d'un développement RAD, c'est que c'est-à-dire le responsable business, le métier, ils ont un événement, un besoin urgent et ils nous demandent, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un système pour des utilisateurs externes, mais toujours c'est business, c'est pas des sites web, vitrines ou autres, mais c'est des solutions métiers. Mais la contrainte, c'est qu'elle doit être basée sur des technologies modernes et avec une interface graphique riche, UI. Lorsqu'on parle de riche UI, on fait allusion à des applications desktop sur le web. Donc c'est riche avec des événements, avec de l'interactivité poussée. Voilà, donc en tant que développeur Spring Boot, Angular, sans se baser sur un autre outil de niveau supérieur, la réponse c'est que j'ai pas des pattes, je peux pas développer ça rapidement. Il faut du temps, il faut monter le projet, le démarrer, le configurer, redévelopper des modules, copier-coller quelques parties si on a de l'historique à l'entreprise pour des modules. Sinon, il faut attendre. Donc c'est à ce moment-là que normalement les solutions RAD interviennent sous n'importe quelle forme, soit low code, less code, no code et ainsi de suite. Donc, et avant d'attaquer la partie JMix, j'aimerais bien partager avec vous, c'est-à-dire ma vision des outils, parce que pour moi, je qualifie les outils par niveau d'abstraction. Donc, les premiers, c'est-à-dire le premier niveau, normalement, 0, c'est le langage. Tu as un langage, tu as des librairies. Donc, tu te débrouilles pour construire ton projet web et se connecter à la base de données, ainsi de suite. Sinon, le niveau 1, c'est les frameworks qu'on connaît, c'est tout ce qui est Spring Boot, Quarkus, React, Vue, Angular, et ainsi de suite. Mais toujours, c'est, lorsqu'on le voit sur l'axe, la dimension générique, c'est-à-dire est-ce que la solution, elle est générique, est-ce qu'elle permet de développer rapidement, on trouve que les solutions, c'est-à-dire les langages, par exemple, de programmation avec les librairies, ils sont trop génériques, mais on a besoin de plus de temps pour développer. Lorsqu'on ajoute au niveau 1, on a moins de généricité parce que on connaît tous les frameworks ils ont une opinion, ça veut dire une façon de faire. Imbriqué, ça veut dire que lorsque tu respectes la façon de faire, les conventions, par exemple sur Spring Boot, conventions vers configuration ou aussi sur Angular et autres, tu gagnes en temps de développement parce que le framework, elle fait des choses à ta place. Du coup, tu gagnes du temps, mais tu perds en généricité, ça veut dire que tu dois suivre une façon de faire. Tu dois la maîtriser. Le troisième niveau, ici, les avantages et inconvénients, comme j'ai expliqué, il y a plus de flexibilité, il y a une communauté large parce que c'est les solutions les plus adoptées au marché. Donc, on a un problème, on pose la question sur Google, on tombe directement sur un Stack Overflow ou la documentation. Et voilà, donc on a la solution rapidement. Par contre, c'est des solutions qui sont mixtes. On doit maîtriser en même temps le côté back-end qu'au côté front-end, donc des technologies différentes, des stacks différents. Donc, c'est pour ça que généralement sur le marché, on cherche des profils full stack. C'est pas les applications qui sont full stack, mais c'est plutôt le profil qui est full stack. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs compétences côté back-end, côté front-end. Et bien sûr, pour maîtriser ces outils-là, vu qu'ils sont plus génériques, donc il y a des bonnes pratiques à connaître, et il y a des façons de faire à respecter pour ne pas aller contre l'outil. Si Angular il te dit de faire implémenter une fonctionnalité ou un module, c'est-à-dire un bout de code d'une façon, il faut le savoir, ça veut dire que tu dois avoir bien consulté la documentation pour ne pas réinventer la roue, parce qu'avec TypeScript, tu peux faire ce que tu veux. Tu as toujours le niveau 0, il est toujours existant, mais c'est contre
contre-productif. J'utilise Angular ou React ou autre, et j'ai pas connaissance des fonctionnalités existantes du framework qui vont permettre par la suite de bénéficier de tout ce qui est maintenabilité, upgrade de version et tout, et je développe la même fonctionnalité à sauce maison, comme on dit, c'est contre-productif. Soit tu utilises framework, soit tu te bases directement sur des solutions de niveau 0 ou intermédiaire, 0,5. Si on utilise des librairies rapides comme Express ou autre. Et bien sûr, la communication entre front-end et back-end, c'est à la charge du développeur. C'est la responsabilité du développeur. Et n'est plus à la responsabilité d'un framework. Et normalement, on développe des frameworks pour soulager le développeur, soit de complexité technique, soit de maintenabilité de la solution, c'est-à-dire des modules utilisés, et aussi pour la partie sécurité, garantir une communication sécurisée. Donc avec ces technologies-là, généralement, les deux applications sont indépendantes. Donc une front-end qui communique avec des API avec le back-end. Donc la responsabilité de la sécurité, c'est au développeur de gérer les appels API, de ne pas oublier d'injecter le token, d'utiliser voilà, le bon algorithme c'est-à-dire de chiffrage et ainsi de suite. Le next level, level 2, c'est il y a des solutions comme Ghipster par exemple, il mixe les deux. Il t'offre en même temps la partie back-end, la partie front-end dans une même solution. Et il t'offre aussi des outils pour générer le code. JPA Buddy, React Buddy, par occasion, c'est la production de l'équipe de Gmix aussi. Donc c'est la même équipe qui a produit ces deux plugins. Je ne sais pas est-ce que vous les utilisez sur IntelliJDE pour gérer les entités JPA Buddy, permettre de saisir de définir l'entité en utilisant un formulaire, on signe les champs, cocher mini-to-mini, obligatoire ou non, et ainsi de suite, et il génère le code derrière. Et là, c'est pour la partie Vaadin avec React. Ces outils-là, c'est juste des outils de génération de code. Donc, il te permet de scaffolder le projet, de générer des classes. C'est la même chose sur Angular aussi, il y a Angular, c'est-à-dire la ligne de commande Angular. Si on veut, on peut la qualifier à ce niveau-là, mais pas au même niveau que Ghipster. Mais il s'arrête à ce niveau-là. Donc, la maintenance du code, le refactoring du code par la suite, les relations entre les différents objets, accéder à un objet à partir d'un autre, générer un nouveau code à partir d'un objet existant, générer l'immigration de la base de données, ainsi de suite. Ça limite à ce stade-là. Et ça reste toujours générique. Voilà. Moins générique que le niveau 1, mais ça reste toujours générique. Parce que sur Ghipster, GPA ou autre, on ne trouve pas les modules métiers. On verra ça dans un slide, les modules métiers offerts par Gmix. Il faut toujours les redévelopper, sinon tu devrais avoir un autre projet sur lequel on base notre nouveau projet. Et c'est le même concept, c'est une sorte de framework interne. C'est juste, est-ce qu'il s'agit d'un framework interne restreint à, par exemple, à notre équipe ou client, ou c'est un framework interne externalisé qui est utilisé au niveau international. Voilà, donc moins de flexibilité, bien sûr, et moins c'est-à-dire la communauté, il est moins large que la communauté d'Angular ou autre. Il utilise toujours du TypeScript. Les communications, il faut toujours les gérer. Sur Ghipster, il permet de générer un bout de code des classes parce que c'est la communication avec des API REST, presque c'est la même chose, donc pas besoin de les réécrire à chaque fois. Donc il génère du code pour le front, des classes TypeScript qui permettent d'appeler, par exemple, l'API à partir de votre code front sous forme d'un appel d'une méthode normale. Mais derrière, c'est implémenté en appelant le HTTP client ou autre pour appeler le backend, injecter le token et ainsi de suite. Mais ça reste toujours juste la génération de code, mais la responsabilité, est-ce que le code est sécurisé ou non, ça c'est la responsabilité du développeur de voir est-ce qu'il est bien sécurisé ou non. Parce que dans tous les cas, dans ce cas-là de figure, lorsqu'on génère du code, on a uniquement, c'est-à-dire la communication entre front et back, il peut y avoir des intrusions en middleman entre les deux. Il peut rejouer c'est-à-dire les requêtes avec d'autres data. Par contre, avec Gmix, sur la base de Vaadin, la communication est contrôlée côté front, côté back, les deux. Donc, même si on a un middleman qui essaie de rejouer des requêtes et injecter du code malveillant, toujours la vérification côté serveur se fait.
Donc, je vais aller trop vite, il me reste que 10 minutes. Normalement, c'est une présentation d'1 heure. Rapidement, donc, en historique, il y avait JWT, Vaadin Flow, et voilà, sur GMX, il y a le GMX Frontend basé sur Vaadin Flow pour avoir des composants plus réactifs et aussi qui permettent d'intégrer le volet sécurité. Parce que sur Vaadin seulement, ça reste toujours comme Angular, c'est un niveau 2. Il faut toujours faire le if-else, est-ce que j'affiche le bouton, je ne l'affiche pas, je l'affiche des données ou non. Mais avec JMX, le niveau supérieur, un wrapper autour des composants Vaadin, il intègre la partie sécurité. Si on configure un rôle comme quoi il n'a pas le droit de voir un attribut, par exemple, côté front, on n'a rien à faire. C'est le framework qui le gère. Il cache la colonne, par exemple, ou il cache le bouton de création, de modification, ainsi de suite. Donc, ces solutions-là, basées sur Java, c'est TypeScript, c'est-à-dire c'est un contrôle typé à la compilation. On peut réutiliser des objets entre back et front. On peut injecter aussi des services Spring dans la partie front. On verra comment ça se passe. On n'injecte pas techniquement côté navigateur, mais c'est côté back-end. Donc, on a un kit riche de composants qu'on peut utiliser directement pour développer toujours rapidement des applications MIT, rapidement. Voilà, ici, c'est des exemples. Voilà. Donc, vu que GMX il est basé sur Vaadin Flow, ici, on a quelques exemples de code Java qu'on peut écrire en Vaadin, mais en GMX, on ne crée pas ce code-là, on n'écrit plus en Java. On a un langage déclaratif basé sur XML. C'est une sorte de HTML, mais on déclare ce qu'on veut au lieu de décrire comment il va fonctionner, d'instancier des classes avec des setters et autres. On déclare. Donc ici, on utilise uniquement Java. On a une communication sécurisée basée sur un protocole spécifique de Vaadin qui permet de communiquer entre les composants et optimal aussi performant, qui permet de communiquer entre les composants Vaadin JavaScript côté front et les composants de Vaadin côté back-end. Les composants aussi sont responsives et bien sûr, il y a un learning curve pour apprendre la technologie comme pour toute technologie. Par contre, il est stateful. C'est pour cela qu'il y a des composants côté back-end, donc automatiquement, il y a un état à gérer. Ça aussi, c'est parmi les inconvénients de Vaadin. Mais sur des applications de gestion, cette contrainte-là n'existe plus par rapport aux gains qu'on a donc, sur les applications de gestion. Il est basé sur, n'est pas un framework de niveau inférieur. Par contre, la communication, comment ça se passe, c'est comme ça. Donc, on a un projet Spring Boot Vaadin. Au build, Vaadin génère, c'est-à-dire l'équivalent des composants JavaScript qui sera exécuté côté front-end. Il va communiquer via un protocole particulier, c'est-à-dire un particulier à Vaadin pour sécuriser la communication. Et bien sûr, vu qu'on a des composants Vaadin côté serveur, donc on peut injecter des services Spring facilement. Et on crée aussi DB, donc on peut faire tout ce qu'on peut faire sur Spring Boot. Et c'est sur cette architecture-là que GMX est basé. Et c'est un framework MVC-like. Donc on a un contrôleur, on a une vue. La vue, c'est l'XML. Le contrôleur, c'est là on écrit les méthodes pour interagir avec les boutons. C'est-à-dire, lorsqu'on clique sur un bouton, on doit faire un traitement. Lorsqu'on ajoute un élément, et ainsi de suite. On a un studio pour construire le projet, pour développer. C'est GMX Studio, du rapid développement. Surtout, principalement, GMX, c'est pour des applications autour de la data. Lorsqu'on dit autour de la data, c'est tout ce qui est CRUD. CRUD simple, CRUD complexe. Mais toujours, c'est de la data, on gère la data. On a un BPM modeler et en Engine, on a un module qui permet de créer des process BPM intégrés à la plateforme avec un modeler pour construire notre process. Et aussi, il est pratique pour tout ce qui est ESM, Enterprise Content Management. On verra pourquoi, surtout sur la base, il nous offre des modules data, plusieurs modules qui nous permettent d'interagir avec la data et aussi son module sécurité multidimensionnel. Donc déjà un aperçu sur la plateforme GMX Building Blocks. Donc elle est basée sur Spring Boot. Il utilise Liquidbase pour générer tout ce qui est migration base de données. Pour la partie UI, il utilise Vaadin Flow. Et pour la partie base de données, il utilise Eclipse Link. C'est bizarre pour les gens qui utilisent Spring. Pourquoi Eclipse Link? C'est Hibernate, c'est tout Hibernate. Eclipse Link, premièrement, c'est la
l'implémentation de référence de JPA, c'est pas la raison pour laquelle ils ont choisi, c'est pas ça. Mais par contre, parce qu'il permet, premièrement, de charger partiellement les entités et de définir des fetch plans qu'on va voir sur JMix. Il permet de définir des fetch plans, on sélectionne des entités, les champs dont on a besoin, et Eclipse Link, il permet de charger les entités partiellement d'une façon performante, sans trop charger la base de données. Je pense si on peut simuler ça avec Hibernate ou GPA, purement GPA, on doit utiliser des projections. Pour utiliser des projections, on doit développer des interfaces, on doit les déclarer manuellement, mais c'est pas une technique que c'est le framework qui va nous permettre de le faire automatiquement. Sinon, on doit développer à chaque fois des repositories. Avec Eclipse Link sur JMix, juste on sélectionne notre fetch plan, on dit voilà, on va charger l'entité X, et on a besoin du champ name par exemple, price, et aussi j'ai besoin d'adresse, point, cité, point, et tout le graphe. Et il va charger de la base de données que les champs nécessaires sont chargés tout le graphe dans la mémoire et sélectionner les champs. C'est parmi les raisons. On a aussi un studio pour tout ce qui est développeur experience et aussi c'est cloud voilà, compliant. On peut générer des images Docker pour le déploiement. Et on a une panoplie de modules qu'on verra sur un slide dédié. Je vais aller trop vite. Voilà, les modules, on a une grande partie de modules qui sont gratuits. Donc on a la sécurité qui est built-in, on a Generic Advanced Filter, c'est un filtre avancé qui permet à l'utilisateur de créer des filtres sur l'interface graphique, pas au code. Sur l'interface graphique, tu peux créer ton filtre avancé avec des ou, des and, tu sélectionnes les champs, contains, less than, greater than, sur l'interface graphique, directement. Et ça aussi, c'est parmi les avantages d'utiliser aussi Eclipse Link. Et on a aussi Application Cities qui permet de gérer les paramètres ou les propriétés de ton application directement via une interface back-end. Et il se charge en mémoire automatiquement. L'audit, tout ce qui est créé quand, par qui, supprimé. L'Authorization Server, généralement, actuellement, on utilise des Authorization Server externes, comme Okta ou autre. Mais il permet aussi d'avoir son propre Authorization Server pour tout ce qui est Open Connect ID. L'AOS File Storage, Bulk Editor, le rôle de Bulk Editor, c'est de changer plusieurs entités en même temps. On sélectionne plusieurs entités, on change par exemple le prix, on change la catégorie autre. On a tout ce qui est graphique, charts, data tools. JMix aussi permet de se connecter facilement à plusieurs sources de données. Facilement, c'est juste on l'ajoute et on l'utilise dans notre projet. C'est comme s'il s'agit d'une seule source de données. Il n'y a pas des configurations à faire manuellement. On a aussi Dynamic Attributes. Ça, c'est des champs ou des colonnes qu'on ajoute en runtime à nos objets. Ça veut dire des champs qu'on ne peut pas définir en compile time, mais ils sont définis en runtime. Par exemple, généralement sur les produits, la vente, on doit donner la main à chaque c'est-à-dire tenant de notre plateforme d'ajouter des attributs spécifiques à son produit. On ne peut pas le mettre sous forme de colonne 1, colonne 2, colonne 3 et on fait le mapping par la suite, mais directement en runtime avec des types, avec le label et ainsi de suite, et on peut les utiliser pour aussi le listing dans notre filtre avancé, dans les exports et tout. L'email sending, grade export actions, multilingual field, multi-tenancy, ça c'est trop fort, donc il faut juste ajouter le module. Et tu as la multi-tenancy sur ton application. Tu peux créer des données qui appartiennent à chaque multi-tenant, donc c'est surtout pour les solutions SaaS. Donc ça, c'est un module puissant. OpenID Connect, Pivot Table, les rapports aussi, c'est une fonctionnalité très intéressante sur JMix parce qu'il vous permet de définir des rapports soit en compile time ou en code time, soit en runtime aussi. Il y a un backend sur lequel on télécharge un fichier, par exemple Word ou Excel, on met des placeholders et on le remet dans l'application et on donne la main aux utilisateurs de charger leurs données sous le format adéquat. Et si jamais il y a besoin de changement, on n'a pas besoin de compiler, de déployer et tout, juste on doit changer directement via le backend. Et tout ça, c'est des fonctionnalités d'application de gestion métier. Search aussi pour l'intégration avec Elasticsearch et une dizaine de translations et des OIT internationales. Il y a aussi JMix Studio, il est gratuit pour tout projet inférieur à 10 entités. Il est gratuit, on peut les utiliser à vie sans problème. Par contre, à partir de 10 entités, il faut payer une licence. Et la licence pour JMix, elle se paye au développement.
Donc, par la suite, tu n'as pas besoin d'utiliser le studio, tu as maîtrisé l'outil, tu n'as plus besoin d'utiliser le studio, pas besoin de payer. Parce qu'il est payé uniquement pour le développement. Pour le runtime, pour la maintenance par la suite, tu peux maintenir, tu peux modifier. Généralement, le studio il est utilisé au début pour gagner du temps. Au lieu d'investir 6 mois dans les formations, attendre la maturité de l'équipe, on paye là une licence, il ne coûte pas trop cher, pour c'est-à-dire aller rapidement développer le prototype, déployer, débloquer peut-être des budgets rapidement, et par la suite, on monte en compétence, c'est du Vaadin, c'est du Spring, donc on peut développer directement sans besoin de studio. Et les solutions payantes, c'est le BPM, Business Calendars, Kanban, Maps, Notifications, UI Constraints, c'est une partie sécurité, WebDAV pour tout ce qui est téléchargement de fichiers. Donc ici, un type de projet d'architecture, architecture d'un projet JMX. Je parle depuis tout à l'heure de Vaadin. Peut-être vous croyez que, voilà, sauf Vaadin, si j'aime pas utiliser Vaadin, je suis bloqué, moi je suis, addict à tout ce qui est back-end, front-end. Il est toujours possible. C'est un projet Spring Boot. On peut développer nos propres API en utilisant la Robust REST Controller et autres. Et on peut se baser sur le générique REST API. C'est un module qu'on installe qui expose nos entités directement sous forme de, on peut les requêter, on peut insérer des données et tout. Facilement, ça permet aussi de gagner du temps. Et on peut, se connecter avec Angular React. Et à ce moment-là, on a besoin d'OpenID, d'un Authorization Server pour se connecter. Et aussi, ici, c'est la partie, aussi la sécurité, c'est à la charge du développeur, toujours. Mais avec Vaadin, la sécurité, on a la sécurité du end-to-end. D'accord? Il est géré automatiquement par le serveur. Donc, la partie sécurité, on a 2 niveaux de sécurité. Ça aussi, c'est très, très puissant sur JMX. C'est très puissant. À ce moment-là, je ne l'ai pas vu autre part. C'est la sécurité multidimensionnelle. Généralement, on a 2 dimensions déjà. Deux dimensions de base, c'est soit resource level role, soit row level role. Donc, on peut aller jusqu'à définir un rôle en runtime ou en compile time pour dire le profil, par exemple, chef de département, il a le droit de voir que les données de son département. Et ça, en runtime, on le définit en runtime, il est exécuté automatiquement par le framework, on n'écrit rien. L'application est développée, c'est comme si tout le monde a accès à tout, et via les rôles, qu'on filtre, qu'on spécifie les droits d'accès, et pas dans le code. On n'écrit rien dans le code. D'accord? Et on a 2 types, soit on définit des rôles en compile time et en runtime. Ça veut dire si demain ils te disent, voilà, on a besoin d'un petit rôle, il n'y a pas besoin de compiler, non, rien. Il faut juste définir. Et là, ici, on voit, c'est multidimensionnel. Par exemple, sur Spring, on a une seule dimension, c'est le specific role. On définit un rôle underscore quelque chose, et c'est bon. Avec JMX, on a le specific role, on a l'axe entité, on peut spécifier, tu as droit à l'entité à product, catégorie, ville, machin. Et sur la même entité, on peut définir aussi 4 dimensions, 6 sous-dimensions. Read, update, delete et aussi create. Et on peut aller jusqu'à les attributs. Tu as le droit de voir l'attribut prix, tu n'as pas le droit de voir le chiffre d'affaires. Et tout ça, c'est juste en runtime, carrément en runtime. Tu n'as pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Même en code in time, c'est juste tu définis. Tu n'as pas d'écrire de if, de else. Le framework s'occupe d'injecter ces conditions directement dans les requêtes. Même la multitenancy. Et ça, parmi les raisons aussi d'utiliser Eclipse, c'est d'avoir la main sur les requêtes pour injecter des filtres. Et voilà, donc on a View, Modify. On a aussi un axe sur la partie UI. Je définis est-ce que tu as le droit d'accéder à une interface ou non, loin de la partie data. Et le module payant, c'est un autre axe ici, c'est UI Constraints. Ça, il peut aller jusqu'à les composants de l'interface graphique. Pas uniquement d'accéder à une interface graphique comme ça, mais carrément jusqu'au bouton. Il y a des boutons qui sont gérés automatiquement par le framework. Si on dit par exemple, j'ai pas le droit de modifier une entité, automatiquement le framework il désactive le bouton Edit. J'ai pas le droit de créer une entité, il désactive le bouton Create. Mais si on a d'autres boutons qui ne sont pas liés à ces 4 fonctionnalités ou ces 2-là, on a besoin de l'autre module qui ajoute une autre dimension. Vous voyez, c'est très puissant. En plus de tout ça, on a l'autre niveau, on peut même définir, c'est-à-dire au niveau ça, parce que cela ne dépend pas de la data. Il n'y a pas la donnée, on ne la gère pas ici. Mais par contre, ici, je peux spécifier, par exemple, que le chef de département, le manager, ou quoi que ce soit, il a accès que à ses mentorés, par exemple, à ses ressources. Et soit on le définit avec GPQL, soit avec un predicate Java. Et bien sûr, tout ça, on peut le faire soit en runtime, soit en code in time. Et on a 2 volets, soit on définit des rôles qui s'appliquent uniquement à l'interface graphique, soit qui s'appliquent aux API, le générique API, soit les 2.
Donc, on peut définir tout ça. Et ça, c'est très, très puissant. Moi, c'est parmi les choses qui m'ont attiré vers GMX. C'est vraiment ce module sécurité. Et je bataille jusqu'à maintenant en tant qu'ambassadeur d'éviter qu'il soit extrait en tant que module externe de GMX. Parce que pour moi, sur ce module-là, GMX reste juste la partie UI. Mais ça, c'est très vraiment puissant et permet de gagner du temps rapidement. Et généralement, moi, j'ai vécu sur des projets où le métier, il demande d'aller au niveau data pour filtrer et l'équipe projet, il résiste parce que c'est vraiment une usine à gaz pour fabriquer tout ça. Par contre, avec GMX, c'est pas une usine à gaz. Hein. Tu crées le projet, tu lui dis qu'est-ce que tu veux, c'est ça, on définit le profil via des, voilà, on coche des cases et on l'affecte à l'utilisateur et voilà, et basta. Et surtout, GMX, parce que sûrement, il va pas me rester du temps à chaque fois, comme toujours, pour faire la démo. Mais voilà, ça, c'est l'interface pour définir la sécurité en compile time. On coche des champs et ainsi de suite. Et on a les axes ici spécifiques, user interface. Et c'est spécifique si tu as besoin d'utiliser un rôle qui n'a rien à voir avec les autres dimensions. Tu peux le définir en tant que texte et tu l'utilises dans ton code, en tant que rôle, bah, la has role et autres, c'est via cette fonctionnalité-là. Par contre, pour tout le reste, tu n'as pas besoin de faire has role ni rien. C'est le framework qui s'occupe. Mais si tu as un autre rôle dont le schéma que j'ai illustré ne répond pas à ce besoin-là, tu peux toujours définir ton rôle ici spécifique en tant que chaîne de caractères et l'utiliser dans ton code source avec des has role ou if et ainsi de suite. Et ça, c'est très, très, très puissant. Voilà, je vais sauter tout ça, tête, voilà, comme d'hab, voilà. Le degré freedom, aussi parmi les questions qui se posent, la dernière chose, parmi les questions qui se posent, c'est est-ce que GMX, avec GMX, j'aurai toute la liberté pour faire ce que je veux, ou je serai bloqué par l'outil pour un développement spécifique ou un changement sur l'UI, parce que généralement, lorsque vous lancez l'application, il a une structure de l'interface graphique qui est basée sur Vanille, qui permet d'aller rapidement. Il y a un menu à gauche, il y a toujours les grilles. Oui, toujours c'est très customizable en se basant sur la customisation des composants Vadim via des Shadow DOM et autres. Mais il est customizable et vous pouvez voir les démos sur le site. C'est très customizable. Voilà, voilà, j'ai un aperçu. On peut voir la partie démo ou comment on crée un projet et tout pendant la pause par la suite. J'aimerais bien, il faut continuer, mais bon. Voilà deux QR codes, un QR code pour le more information et un QR code pour le giveaways. Et voilà, et je vous invite à poser tout type de questions pour creuser et découvrir ce framework. Et vraiment, il sera très utile, pas pour les grands clients ici, comme, voilà, comme RATP, GRTF, tout est trop structuré autour des microservices et tout, mais surtout dans l'Afrique. Moi, je vois GMX pour l'Afrique. En Afrique, on n'a pas les mêmes budgets pour avoir une soixantaine ou 500 ingénieurs pour tout le détail de développement, mais on a besoin d'avoir un outil qui nous donne toute la stabilité et les bonnes pratiques et développer rapidement nos solutions. Et by the way, il y a plusieurs pays en Afrique qui utilisent GMX et aussi en Europe et sur des grandes plateformes des e-banking et des hôpitaux et autres. Et je vous remercie. Je suis à votre disposition pour toute question. Thank you very much, El-Bashir. Yes. That was a deserved clap. And we have the opportunity now to give a session of questions. So if you have questions, you can ask. So we'll take 3 questions. Do we have any questions online? Please send your questions. And yes, we have a question. El-Bashir, a question for you. I hope it's not a hard one. Une grande demande, monsieur, de montrer à nouveau le code QR code avec notre réponse sur le lien public à la fin du Discord. Je fais en attendant une autre réponse. Next question, please. You have another question. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Est-ce que l'aspect low code lié à la full customization ne pousse pas plutôt à dépendre de la communauté? Je dirais pas. Merci Mario Scotto pour la question.